Nous sommes le 6 février 2020, il s'agit de notre épisode 244. Comme chaque semaine, nos chroniqueurs partagent avec nous leur veille web et techno en fonction de leur centre d'intérêt. Ils parlent librement et sans contrainte, par exemple, de youtubeurs qui n'ont manifestement pas tous les talents, de la Metro-Goldwyn-Mayer qui pourrait être rachetée, de malware qui s'attaque au Mac, de Google qui ne veut presque plus de cookies, d'un nouveau venu de la gamme Fujifilm, d'un projet Kickstarter malin ou encore d'un fourgon cabriolet. Vous appréciez le programme ? Faites-le savoir autour de vous, soyez créatifs, étonnez-nous, et dans l'immédiat, bonne écoute. Déjà 244 épisodes. Chaque fois, moi, que le chiffre, il augmente évidemment chaque fois, vous en doutez, et chaque fois, ça m'étonne un petit peu plus. Je sais pas pourquoi, d'arriver aussi loin dans les numéros, je pensais pas que ce soit possible. Enfin, en tout cas, quand on a commencé, on ne l'imaginait pas, parce qu'on a commencé avec plein de gens, hein, et d'autres sont venus nous rejoindre par la suite. Ici, on a un parfait exemple. Par exemple, voilà, si je prends cette brochette-là, nous avons d'un côté Benoît, qui est un vieux de la vieille chez les technos, et même avant les technos, et puis de l'autre côté, Thierry Weber, plus récent, je pense que c'est un des plus récents, avec un nouveau venu que vous avez découvert la semaine passée, Sébastien. Donc voilà, tous les deux, j'espère que vous allez bien. Thierry, dans ces montagnes, tout se passe bien ? Tout se passe bien, il y a de la neige, il fait froid, c'est l'hiver, donc ça baigne. Voilà, c'est ça. En fait, à la montagne, hein, ou en tout cas là où est situé Thierry, quand il fait froid et qu'il y a de la neige, c'est du beau temps. Exactement. Voilà. Je pense à nos amis skieurs, en fait, voilà. Ben, bien sûr. De l'autre côté, nous avons Benoît qui, lui, est en Belgique, du côté de Namur. Pas de neige, pas de vent. Beau temps aussi. Pas de neige, pas de vent, pas de pluie aujourd'hui, ce qui était bien. Et pas de pluie. Parce qu'en Belgique, c'est déjà bien. On est déjà content avec ça. Je voulais remercier en préambule, comme je le fais souvent d'ailleurs, ceux d'entre vous qui ont laissé des commentaires la semaine dernière sur l'épisode précédent. En laissant les commentaires, c'est toujours sympa, vous le savez, parce que ça permet d'entamer des conversations. Et puis également, c'est bon pour le référencement, paraît-il, sur YouTube. YouTube aime bien les commentaires. Bah, nous aussi, du coup. Alimoun, merci. Merci également à Arlok Saga, à Gaius Baltar, à Sombre Papa, Édouard V, Peter Roby, Rafi Farah, Dosolina 157, Ingris Boy, Stéphane Steph, Natacha, Oléastre 57, Damien Vigneron, et il y en a un autre ? Non, il n'y en a pas d'autres. Ou s'il y en a d'autres, désolé, je vous ai peut-être pas cité là, mais en tout cas, on a lu tous vos commentaires, on a même répondu régulièrement, et comme vous avez pu vous en rendre compte, il y a des nouveaux noms qui se rajoutent chaque semaine, et ça fait plaisir aussi. C'est chouette également. On enregistre un petit peu plus tard qu'à l'habitude. En général, c'est le jeudi vers 20h qu'on met ça en boîte. On a dû attendre que notre ami suisse mette sa montre à l'heure. Il fallait que je le fasse. Hein. C'est ma faute, c'est ma très grande faute, voilà. Et donc, Pour une fois, il y avait un Suisse qui n'était pas à l'heure. Voilà, ouais, c'est exactement. ça. C'est particulier, mais ça arrive de temps en temps. Avant d'entamer l'abécédaire classique, parce qu'on l'a quand même pointé du doigt en off avec Benoît, en t'attendant, Thierry. Donc, si on s'était écouté, on rajoutait tout de suite 5 ou 6 sujets, mais on va juste en garder un comme ça, parce qu'il est plutôt sympa, hein, Benoît. C'est cette page factice, enfin, cette parodie d'Amazon qui s'appelle Amazon Dating. Tu peux en dire quelques mots, vite fait? Ben, c'est un peu comme le site d'Amazon, tu arrives et tu peux acheter ton prochain rendez-vous pour la Voilà. Saint-Valentin. Et alors, ce qui est très drôle, c'est d'aller lire les commentaires qui accompagnent les différentes personnes. Ouais. C'est assez hilarant, allez-y, allez faire un tour. Je pense que si on tape Amazon Dating dans Google, on tombe dessus sans grande difficulté. Hein. Oui, sans problème. Sinon, c'est Amazon Dating en un seul mot.co. Voilà, c'est le petit sujet bonus qu'on n'avait pas prévu dans la conduite et qu'on glisse vite fait maintenant. Et comme ça, on peut entamer ensemble notre abécédaire. C'est parti. La lettre A comme APN, appareil photo numérique, évidemment. La vente d'appareils photo numériques s'effondre. C'est pas la première fois que tu nous viens, Benoît, avec une telle actualité, ou en tout cas une telle information. Ça ne va pas mieux. Je veux dire, le smartphone prend la place de l'appareil photo de plus en plus, manifestement. C'est une tendance lourde. Tous les ans, il y a les nouveaux chiffres, et tous les ans, ils se sont un petit peu plus effondrés que l'année passée. Ouais. C'est bien moins pire que l'an prochain, mais c'est bien pire que l'année passée. Voilà, donc on en est à en fait 15 millions d'appareils photo vendus sur l'année
précédentes, ce qui est à comparer aux 120 millions d'appareils photo qui étaient écoulés il y a seulement 10 ans. Donc on voit que le marché a été divisé par 10, ce qui est complètement spectaculaire. Et la raison, évidemment, c'est ce que tu disais, hein, c'est le fait que le gros du volume, évidemment, c'était pas des appareils haut de gamme, mais c'était les compacts. Et très clairement, aujourd'hui, acheter un compact, je ne veux pas dire que ça n'a aucun sens. Il y a certains produits qui gardent un petit peu de sens, mais globalement, ça n'est plus un geste qui, pour la plupart des gens, a du sens, dans le sens où le smartphone fait des photos qui sont au moins d'aussi bonne qualité qu'un compact, voire meilleures, pour une raison très simple. Quand on achète un compact, ce qu'on achète, c'est un capteur, une batterie, un écran, un objectif, le petit boîtier plastique, le petit câble de charge, etc. Quand on achète un smartphone, on a pratiquement tous les mêmes composants, sauf qu'on a plein d'autres composants en plus qui profitent de l'écran, de la batterie, etc. Ouais. Et donc, globalement, ça permet de mettre le même capteur, mais peut-être... le prix du capteur va être noyé, je veux dire. Au lieu d'être aussi de ressortir autant que sur un téléphone. Et donc évidemment les prix font que ça a plus de sens de s'acheter un compact. Si ce n'est peut-être des compacts un peu spécialisés, tu vois, les boîtiers, par exemple les boîtiers résistants, ceux qui peuvent prendre une chute ou des choses pareilles, mais globalement ça n'a... Et ce qui se vend encore en fait, ce sont les réflexes un petit peu, et les boîtiers sans miroir, comment est-ce qu'on les appelle encore, mirrorless. Mirrorless, merci. Qui ont vu leur prix bondir de 40% en 10 ans. Donc on voit que les marques essayent de monter là où il y a de la marge et de monter en gamme. Parce qu'à une époque, on avait même des compacts comme ça, des mirrorless, relativement bon marché. Tout ça a été complètement supprimé des gammes. Il reste des boîtiers de plus en plus haut en gamme. Et quelque part, le marché photo revient à ce qu'il était avant le numérique. Du point de vue des fabricants, ils vont se retrouver avec des volumes qui seront, in fine, je pense, assez similaires à ce qu'ils ont connu il y a très longtemps. C'est ça, et ce qui n'empêche qu'ils continuent à nous fabriquer des appareils de bonne facture, dans toutes les marques, et de temps en temps même avec de belles surprises, comme on le verra d'ailleurs un petit peu plus tard dans cet épisode, mais j'avais déjà évoqué aussi par le passé la série Z chez Nikon, qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps, et qui semble plaire également face à des Panasonic GH5 ou autres Sony par exemple en plein format, et des choses comme ça. Le marché de la photo qui évolue, et c'est normal quelque part aussi, puisque voilà, ça fait partie de ces choses d'usage quotidien. On n'a jamais fait, je pense, autant de photos d'ailleurs que depuis qu'on a des téléphones. Ça, c'est clair. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est un peu la réalité des choses aussi. Donc voilà, là aussi, on pourra discuter longtemps de est-ce qu'on fait de meilleures photos ou pas. Je pense que oui, parce que plus on en fait, plus on apprend à en faire. C'est pas faux, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'une chose qu'il faut bien garder en tête quand on regarde les photos qu'on voit sur Internet, c'est que les photos qu'on voyait avant le numérique et avant la distribution Internet, c'était uniquement des photos léchées, éditées, triées. On voyait rarement une photo prise sur le vif. On voyait rarement les photos des albums photos. Et tout le monde sait bien qu'entre l'album photo et les photos qu'on voyait dans les magazines, il y avait quand même de grosses différences. Ce qu'on voit maintenant, en fait, c'est des photos de l'album photo, et globalement, elles ont beaucoup progressé en qualité par rapport à ce qu'on avait il y a une vingtaine d'années, quoi. Parce qu'on en fait plus, parce qu'on a l'occasion de faire des essais, parce qu'on apprend, et puis voilà. Un commentaire, Thierry. Je te voyais opiner du chef. Non, Benoît a répondu à la question que j'allais poser, c'est de savoir, faut-il encore s'acheter j'allais dire un téléphone portable, tu vois, le lapsus, faut-il encore s'acheter un appareil photo? Mais j'aime bien ta remarque sur le fait, plus on fait de photos, plus on apprend. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que ça a ce côté positif, donc j'adhère effectivement. Et puis peut-être la réponse, c'est que oui, voilà, le téléphone, j'enfonce une porte ouverte, on l'a toujours dans sa poche, et on est plus comme ça enclin à faire de la photo à plusieurs moments de la journée, de la soirée.
C'est vrai que c'est un véritable confort. Ouais. Tu l'as déjà Par dit, contre, je suis ouais. super épaté par les chiffres. Hein. Ah oui, non, c'est très surprenant. Oui, c'est impressionnant. Ouais, impressionnant. ouais. Ouais. Le meilleur appareil photo, tu l'avais déjà dit Benoît, mais je le répète ici, c'est celui qu'on a dans la poche et que l'on sort quand à bon escient. Il faut pas qu'il reste dans la poche non plus trop longtemps. Il faut s'en servir, effectivement. La parole reste chez Benoît, on reste à la lettre A aussi du coup, mais cette fois A comme Apple, avec Apple qui propose de l'achat multiplateforme. Là, il va falloir que tu nous expliques un petit peu dans quel contexte, mon bon Benoît. Alors, c'est assez simple. Apple a plusieurs plateformes, essentiellement iOS et Mac, et ils ont les stores pour les deux plateformes. Et aujourd'hui, quand tu achètes un logiciel sur une des plateformes, tu ne peux pas utiliser son équivalent sur l'autre plateforme. Et à partir du mois de mars, donc à partir du mois prochain, eh bien, les applications dont les développeurs le souhaitent, parce que ça ne va pas être systématique, il faudra que le développeur le fasse, C'est ça, ouais. que tu vas acheter sur iOS, donc sur ton smartphone, s'il y a une application équivalente pour Mac, ben, tu pourras ne payer qu'une fois et utiliser l'application sur les deux espaces. Ce qui est pas mal pour des logiciels genre productivité ou par exemple, je pense à mon logiciel de carte heuristique, tu sais, les mind maps, que j'ai dû acheter 2 fois, une fois sur le téléphone et une fois sur le Mac, parce que quand je suis en route et que j'ai bien une idée, je veux évidemment pouvoir la noter sur le téléphone, mais je veux pouvoir récupérer les mêmes cartes sur mon Mac, et le partage des fichiers par iCloud, tout ça se passe très très bien, mais ce qui est un petit peu dommage, quelque part, d'avoir dû payer l'appli 2 fois. Et donc l'idée là, c'est de dire, dans ce cas-là, on la payera qu'une seule fois. Ce qui est d'autant plus cohérent, parce que là, pour mon développeur d'appli MindMap, bon, à la limite, il a dû faire pas mal de boulot pour adapter son soft, mais on sait qu'Apple a sorti Catalyst, qui permet de prendre des applications iOS et de les réemballer dans un format Mac, et particulièrement pour les applications Catalyst, où quelque part, le fait de les rendre disponibles sur le store Mac est pas colossal, ben ça a beaucoup de sens de proposer comme ça ce double achat. Moi, j'avais acheté, tu parles de ton application, moi, c'est MindNote que j'avais trouvé gratuitement d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Qui était, à l'époque, je l'avais eu gratuitement pour smartphone et tablette, et finalement, je l'ai acheté aussi pour le Mac. Je me suis pas fait avoir, parce que ça reste une bonne application, mais voilà, c'est ça aussi. L'application peut devenir un incitant à l'achat de la version desktop, quoi. Ça peut passer par là aussi. Voilà, c'est une bonne chose, ce côté universel, entre guillemets, de l'achat. On va peut-être y voir un petit peu plus clair aussi. Maintenant, il faut que les développeurs jouent le jeu. Affaire à suivre, comme on dit dans ce cas-là. C, la lettre C comme cookie à table. C'est avec Thierry qu'on va parler de cookies, avec un titre évocateur qui dit quand Google nous prend pour des 3 petits points. Voilà. C'est ça l'idée, quoi. Ouais. C'est une news, on va pas parler cuisine, hein, recettes de cuisine et autres pâtisseries, mais c'est une news qui est presque passée inaperçue. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas su mesurer la véritable portée de ce qui a été fait la mi-janvier. Je crois que c'est autour du 15 janvier que l'annonce a été faite, que voilà, ça y est, Google allait arrêter de supporter ou de permettre l'usage de cookies tierces au travers de son navigateur. Alors oui, il y a déjà des solutions, il y a déjà des gros éditeurs qui imaginent des subterfuges, mais moi ce qui m'a épaté, c'est que en fait personne a vu ce qui allait se cacher derrière. On a deux trois médias, et puis j'ai pu discuter avec 2-3 pros du référencement et de l'univers Google. Il laisse sous-entendre que c'est que le début, et je suis un peu épaté. Là, je voulais venir avec ce thème ce soir pour dire est-ce qu'on n'est pas en train de servir la soupe à Google, et surtout aussi de rappeler qu'il y a beaucoup d'internautes qui surfent avec Chrome. Tiens, Chrome, il est édité par Google. Je trouve que cette année sera peut-être l'année sur laquelle il faudra songer à surfer différemment, à consommer du web avec d'autres outils. Je pense à nos amis de Quant pour les moteurs de recherche. Je pense à Firefox et autres Opera pour surfer sur Internet.
quitte à aller utiliser des navigateurs qui utilisent le réseau, voilà, exactement, ou le réseau de nos amis, je cherche Tor, voilà, Oui. pour aller encore plus dans la clandestinité de nos surfs. Et je suis tellement à l'aise avec le thème que pas plus tard que cette semaine, j'ai rencontré une société qui a, je crois, quasiment une centaine de collaborateurs. Et ils songent sincèrement à essayer de faire que dans les outils de tous les jours, ils vont tenter de laisser tomber les outils des GAFA ou des GAFAM, parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience. Alors, je ne sais pas à quoi elle tient, je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais c'est intéressant de voir qu'à l'échelle d'une société, on voit carrément le directeur de celle-ci se dire il faut qu'on arrête d'utiliser les outils si facilement accessibles. Mais quand on voit monsieur, madame, tout le monde avec ça en poche, hein, je parle du smartphone, ben, on se pose pas la question, on l'enclenche, on démarre et on utilise tous les mêmes outils pour faire nos recherches et nos surfs sur Internet. Ça devient crucial, hein, cette question devient importante. Ouais. Quand tu disais ce n'est qu'un début, je peux tout à fait le confirmer, parce que dans la même semaine, on a eu une autre information, comme quoi, via Chrome, Google comptait également un peu contenir les éditeurs de vidéos et les plateformes de vidéos autres, dont par exemple Facebook, qui demande déjà une dérogation quelque part, en obligeant ces plateformes à par exemple faire du pré-roll silencieux, à ne pas faire de l'auto-start et des choses comme ça. Donc quelque part en faisant aussi un petit peu du lobbying sur du contenu qui n'est pas à eux, par exemple, ou du racket. C'est selon l'angle où on se place, parce qu'on en est là, finalement, ils ont bien compris comment fonctionnait le AdBlocker Plus et le modèle économique sur lequel reposait AdBlocker Plus. Là, je pense qu'ils sont en train de faire leur propre système AdBlock à leur profit, en l'occurrence. C'est pas... je vois Benoît qui a un petit sourire en coin, parce qu'il va me dire « Je vous l'avais dit !» Ça fait longtemps que Benoît n'utilise pas ou évite d'utiliser en tout cas les produits Google. Je dis pas de bêtises, Benoît. Tu as tout à fait raison, mais je ne m'abaisserai pas à te faire ce genre de remarques, mon ami Marc. Mais par contre, un point sur la news de départ sur les cookies. Oui. Il y a une certaine logique quelque part, parce qu'on voit que les cookies ne plaisent pas, avec le GDPR. On a tout l'élément, tous ces sites qui te demandent si tu acceptes les cookies, etc. Mais par contre, si Google décide de faire ça, ça doit vouloir dire qu'ils ont une solution pour pouvoir traquer les internautes sans s'appuyer sur des cookies. Sinon, je les vois mal. Et ça, à la limite, c'est peut-être le plus inquiétant. Oui, clairement. Ça fait un peu penser au désarmement. C'est pour ça que j'évoquais Chrome, je pense. Quand on te dit il y a des désarmements, on va supprimer le nucléaire, etc., l'arme nucléaire, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une autre arme quelque part qui est cachée. C'est un petit peu la même chose, c'est le même genre de... Voilà, il y a une trêve, les gars, c'est que quelque part, il y a une autre solution. On peut pas penser un seul instant qu'ils vont lâcher le terrain comme ça, c'est juste pas possible. Je sais pas. Moi, je pense que la piste, elle est du côté du navigateur. Chrome, c'était très très futé de l'avoir sorti, de le proposer avec un écosystème qui s'enrichit. Moi-même, je dois reconnaître tous les plugins super utiles qui existent uniquement ou principalement sur Chrome font que c'est difficile de le lâcher. Oui, on peut faire des profils et setuper ces différentes façons de surfer avec un Firefox, par exemple, ou un Opera, mais c'est vrai que du côté des plugins, de l'enrichissement du navigateur, il y a pas mal de belles choses et je pense que la réponse, elle est là. C'est au travers du navigateur que tout va se faire. Alors, en tout cas, chez Google, j'ai pas de peine à imaginer que c'est là le piège. Mais il y a de belles choses aussi du côté de Firefox. Il faut être de bon compte également, aussi bien en plugin d'ailleurs. Moi, je me demande s'ils n'ont pas créé des besoins tout à fait artificiels, des trucs dont on pourrait se passer au quotidien, et que finalement c'est juste ce sont les raccourcis faciles. Voilà. On a déjà évoqué avec les autres chroniqueurs la possibilité d'un jour faire un hors-série sur les alternatives aux outils Google. Je pense qu'on va le faire un jour, mais ce que je voudrais éviter, c'est d'arriver
qui fait une conclusion qui serait de dire tout ça est très bien, mais ça fonctionne pas aussi bien que Google. Tu vois ce que je veux dire? L'effet pervers de la comparaison peut être là aussi, parce que c'est clair que sur certains outils qui sont bien foutus, soyons clairs, mais tiens, encore mon tic de langage qui revient, soyons clairs, je le fais tout le temps, donc je tiens à signaler, désolé, je le ferai plus, ou j'essayerai. Mais le fait qu'il y ait une alternative qui soit peut-être payante ou peut-être moins ergonomique, etc., fait en sorte que ça donne du grain à moudre à ceux qui prônent les outils Google et disent « Ah non, c'est quand même mieux chez Google, etc. etc. » Il faudra arriver quand même à avoir quelque chose de comparable, tout simplement. Et ça c'est un petit peu moins évident pour essayer de convaincre ceux qui ne sont pas encore tout à fait convaincus qu'il y a des alternatives utiles, positives. On va essayer de faire ça au fur et à mesure, hein. On va vous prendre tous par la main et on va y arriver un jour ou l'autre, je pense. En même temps, on n'a pas de leçons à donner non plus, c'est juste des conseils, hein. Ça c'est sûr. La lettre F. Ah bah tiens, on reparle photo, Fujifilm, avec un nouveau venu dans la gamme X100, Benoît, on en parlait justement avec cette baisse des ventes, mais pas sur tous les modèles et pas sur tous les appareils et pas pour tous les usages, il faut le préciser là aussi. Voilà, tout à fait. Il y a encore des boîtiers qui se vendent bien. Et ce sont les boîtiers, ou en tout cas, sur lesquels les marges permettent aux fabricants de vivre, ce sont les boîtiers un petit peu plus haut de gamme. Et un boîtier que j'aime bien en ce moment vient d'être mis à jour, c'est le X100 de Fujifilm. C'est un boîtier qui est assez attractif parce que c'est un format très compact. Et sur ce format très compact, je trouve qu'ils ont vraiment fait un superbe appareil de voyage. Donc, si tu veux visiter ou faire de la photo de rue et que tu veux emporter quelque chose qui soit pas super encombrant, pour moi, ils ont vraiment affiné le boîtier en faisant quelque chose de vraiment très agréable. Et donc, ça faisait 2 ans et demi, quelque chose comme ça, que le modèle précédent était sorti. Et donc, voilà la 5e génération, le X100V, V pour 5 en chiffres romains, qui est sensiblement le même que l'autre, sauf que tout a changé. En fait, non, c'est ça qui est très malin. Tout n'a pas changé. Ils ont changé un certain nombre d'éléments tout en gardant des choses intéressantes. Dans ce qu'ils ont changé, premièrement, l'objectif, c'est parce que c'est un boîtier avec l'objectif qui est intégré, c'est pas un boîtier objectif interchangeable. Ah oui, d'accord. C'est un grand capteur, donc c'est pas un petit compact avec un capteur de téléphone. Donc on a une différenciation en termes de qualité, on a un plus grand capteur. On va avoir des flous d'arrière-plan qui ne sont pas créés par logiciel, mais qui sont créés parce que le capteur est assez grand pour le faire, en taille, je veux dire. Ouais. On va avoir des photos à basse lumière qui vont être bonnes, non pas parce que, et c'est pas pour dire que c'est mal, mais non pas parce qu'on a des algorithmes très sophistiqués qui font de la correction d'images, peut-être en utilisant de l'intelligence artificielle, mais on va avoir des photos de bonne qualité en basse lumière parce que l'objectif est grand, il ouvre grand, et le capteur derrière est grand, et donc du coup, physiquement, on va avoir une bonne image. Donc ça, c'est la première chose qu'ils ont modifiée, c'est l'objectif. Ça faisait 4 générations qu'on traînait l'ancien objectif, qui était bon, mais qui avait un certain nombre de petits défauts sur les bords et quand on faisait des photos assez proches. Et donc, ils ont corrigé ces défauts. Donc ça, c'est une bonne chose. Deuxième amélioration, ils ont rendu le boîtier presque étanche. Presque capable de supporter des conditions climatiques où c'est pas un boîtier pour faire de la plongée, mais c'est un boîtier qui va être capable d'être utilisé en extérieur, etc. Tu n'as pas à prendre de soins particuliers, sauf qu'il faut mettre un filtre sur l'objectif à l'avant. Donc en Belgique, comme tu le dis Marc, on va s'acheter en plus du boîtier un petit filtre qu'on va visser devant parce que ça va éviter que l'eau ne puisse rentrer par l'objectif. Mais le reste du boîtier est étanche. D'accord. Et c'est le troisième changement qui n'est pas très visible mais qui est bien quand même, c'est le fait d'avoir un nouveau capteur. C'est la nouvelle génération, il est à 26 millions de pixels, l'ancien était à 24 millions de pixels. Ouais. Ça, c'est pas... Bon, c'est bien parce que c'est la nouvelle génération, donc les images vont être un petit peu plus finies, etc. Mais c'est, je pense, vraiment l'objectif
qui, pour cette génération, va donner une amélioration de qualité. Je pense que ceux qui sont fans de la marque et du modèle le diront, c'est le côté robuste aussi. Hein. On tient un truc en main, un appareil à l'ancienne, j'ai presque envie de dire. Hein. C'est un peu ça aussi. Hein. C'est ce qu'on attend de ce genre d'appareil-là, c'est de tenir quelque chose, un vrai appareil photo. Quoi. Tout à fait. C'est un peu Et ça l'idée. très à l'ancienne, parce que c'est un des points sur lesquels ils travaillent avec beaucoup d'intelligence, je trouve, justement pour se différencier du smartphone. Tu as un boîtier qui a avec des contrôles très physiques. Oui. Donc ce n'est pas... Il y a un écran tactile Mhm. qui, au demeurant, est inclinable. J'ai oublié dans la liste des Oui. améliorations. C'est vrai que tout en gardant le même format que l'ancien modèle, donc pratique pour le voyage, l'écran à l'arrière maintenant peut s'incliner. Moi, j'en voulais pas. Dans les forums, tu vois, où ça discute, est-ce qu'il y aura un nouveau modèle, qu'est-ce qu'il y aura, etc. Moi, j'avais dit pas d'écran inclinable parce que ça va vouloir dire un boîtier plus gros. Ils sont arrivés à faire l'écran inclinable sans que le boîtier grossisse, donc très content en final. Mais effectivement, c'est un boîtier très tactile. Tu as des boutons, tu as des mollets, Oui. et ça te permet de travailler très vite. Oui. Quand tu aimes bien faire des photos, ça te permet d'aller très très vite. Je me demande même si le bouton de déclenchement n'a pas ce petit pas de vis qu'il y avait sur les appareils de nos parents, sur lequel on peut visser le déclencheur à distance. Tu vois ce truc un peu élastique là, avec la seringue. C'est ça, hein? Ouais, tout à c'est fait. marrant. C'est le truc à l'ancienne. Quand j'ai acheté mon premier X100, j'ai regretté d'avoir jeté mon ancienne seringue parce que ça faisait une dizaine d'années qu'on ne trouvait plus de boîtier qui acceptait ces machins-là. Donc j'ai dû en racheter un. Oui, c'est ça. Parce que, bon, là pourquoi la seringue et pourquoi... Parce que pas stabilisé, hein, ce machin-là. Non, c'est pas stabilisé. Ça, c'est... Voilà. Ça filme, donc ça fait de la vidéo, mais pas stabilisé. Il vaut mieux le faire sur pied, à mon avis, parce que ça va être un peu compliqué. Ça fait même de la 4K, mais à 25 images secondes. Donc ça fait de la 4K et pas plus de 10 minutes. Non. Parce que je pense que sur un boîtier comme ça, c'est pas un boîtier vidéo. C'est pas un boîtier vidéo. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un boîtier pour faire de la photo et qui te permet... C'est un boîtier pour voyager. Voilà, c'est ça. Et donc, tu voyages, tu fais tes photos, tu t'amuses, tu n'es pas trop encombré, et puis tu vois un truc chouette, tu as envie de te faire un petit film, tu le fais. Voilà, c'est pas un boîtier pour filmer le genre de choses qu'on est en train de filmer, ou quoi que ce soit comme ça. C'est pas prévu pour ça. Il y a un dernier point qui est assez chouette, et qui est vraiment différenciant dans le boîtier, c'est la visée, qui n'est pas nouvelle, ils ont un petit peu fait évoluer l'écran, mais c'est sensiblement la même que le modèle précédent. Mais tu as un viseur optique, donc tu vois à travers une optique pour voir ta photo. Tu peux évidemment aussi cadrer par l'écran arrière, comme je disais, est inclinable, donc tu as ça, mais le viseur optique, tu peux le basculer en écran. Et ça, c'est absolument, je trouve, génial, parce que ça veut dire que quand tu veux économiser ta batterie, tu utilises le viseur optique, et ça se passe très bien. Quand tu veux faire une visée fine, tu bascules sur l'écran qui vient dans le viseur optique, donc c'est pas l'écran arrière, tu continues à faire une visée, le boîtier collé à l'œil, mais avec l'écran, donc tu as vraiment la finesse, la précision de la visée sur écran. Et si tu veux faire une photo en utilisant l'écran arrière, par exemple le boîtier à bout de bras, c'est possible aussi. Donc c'est vraiment très très flexible sur ce plan-là. Quand tu dis que tu vois dans le viseur, tu peux avoir l'image qui est prise par le capteur, en fait, c'est ça l'idée. C'est ça, donc soit tu as la visée optique où tu vois par ton œil sans que ça vienne du capteur, et donc avec l'avantage, par exemple pour des faibles contrastes et des choses pareilles, ou quand il y a beaucoup de soleil, tu n'as pas les problèmes que tu as parfois avec une visée sur écran. Et à l'inverse, si tu actives l'écran, tu vois comme sur un miroir classique. Je demande ça parce qu'il doit y avoir une petite différence quand même, parce qu'il y a une petite différence de parallaxe du coup, puisque l'œilleton est déporté sur le côté. Hein. Moi, je me rappelle que sur ces appareils-là, normalement, il y a un petit cadre qui indique ce qu'on photographie réellement. Donc, j'imagine que ça, c'est corrigé aussi quand on te l'affiche. Voilà, c'est le numérique reprend ça. À partir du capteur, voilà, c'est pas corrigé quand tu fais la visée optique. Et à l'usage, c'est vraiment très très flexible, je trouve. Moi, ce que je constate, c'est que la plupart du temps, je travaille avec le viseur optique parce que ça évite d'avoir à, entre guillemets, allumer l'appareil. Tu l'allumes en partant et tu le laisses allumer toute la journée. Tu n'as pas à t'occuper de ta batterie, tu n'as rien à faire. Et par contre, c'est vrai que si je veux faire un portrait un peu serré, un peu cadré, là, je passe tout de suite sur le viseur électronique.
Tout ça, c'est Il y a du un bien. petit bouton pour, c'est super pratique. Ça donne envie. Moi, je trouve que ça donne envie. Je sais que Thierry, il aime bien aussi photo, vidéo, tout ça. En plus, il a les paysages. Il suffit d'ouvrir sa fenêtre chez lui, c'est pratique. Hein. Il te fait des cartes postales, en veux-tu, en voilà. Mais donc, voilà. Sans viseur, sans regarder. Sans même regarder, comme ça. J'ai pas besoin de viser, tout est beau. c'est ce genre de petits. On n'a pas parlé du prix, par contre. On est dans quelle tranche de prix sur ces appareils-là? On est en prix de lancement. Alors, j'ai oublié de regarder. Je sais que tu me le demandes à chaque fois. Je vais toujours regarder. Mais on est dans le prix de lancement entre 1200 et 1500. Voilà. Il faut parce que là c'est aussi. C'est pas un boîtier qu'on s'achète complètement sans réfléchir. Bien sûr. Mais c'est pas non plus un boîtier pro complètement inaccessible. Non. Et qu'on peut garder longtemps. Parce que je voyais un YouTuber en parler il n'y a pas tellement longtemps, et qu'il y en avait un de génération, peut-être de la première ou de la deuxième génération, et qui l'a toujours, et qui en est content. Et le truc, tu vois que l'appareil a vécu, qu'il s'est pris des beignes, et il est toujours là, il fonctionne toujours, et ça fait plaisir aussi. On n'est pas là pour vendre du Fujifilm, mais voilà, quand c'est bien, il faut le dire aussi, et je trouve ça plutôt pas mal. Un tout petit commentaire peut-être, Thierry, là-dessus? Ouais, je suis juste étonné par rapport à l'histoire de la durée de la vidéo. J'ai cru voir une entrée ou une sortie jack, peut-être qu'on peut lui brancher un micro. C'est ce que je regarde toujours sur ces boîtiers, c'est est-ce qu'on peut lui brancher un micro pour s'en servir pour de la vidéo. Et le coup des 10 minutes, ça me surprend. Généralement, c'est 4K 29 en tout cas. minutes. Oui, mais en 4K, parce que je pense qu'en 4K, ça doit chauffer un petit peu, l'électronique derrière, c'est un petit boîtier. Ah oui, c'est ça. Donc ça doit être ça. Mais par contre, il y a bien une entrée micro, il n'y a pas d'entrée écouteur, par contre. Ça, j'ai regardé aussi. Okay. Donc tu as une petite entrée micro, mais attention, c'est en 2.5, donc il faut un petit adaptateur. Oui. Ah oui. Tu as, mais bon, ça se trouve, c'est pas très cher, c'est pas un problème. Oui. Tu as la sortie USB-C, parce que tu peux le recharger en USB-C, mais tu peux aussi t'en servir pour brancher dessus une prise écouteur. Donc tu peux venir brancher un casque sur l'USB-C avec un petit adaptateur. Et si tu veux vraiment faire des vidéos avec la sortie HDMI, te permet de faire une capture. Mais encore une fois, ça devient, me semble, un peu ridicule. Il y a d'autres choses. Prendre un petit boîtier compact, pratique et tout. Prendre le micro et le casque, pourquoi pas, mais commencer à mettre un enregistreur Atomos dessus. Oui, c'est ça. Ça perd un peu de son intérêt, mais c'est vrai que pour augmenter la durée d'enregistrement, par exemple, pourquoi pas. Mais voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de ce chouette petit appareil. Si vous avez des commentaires chez vous à formuler, que vous avez déjà testé ça ou les modèles précédents, n'hésitez pas à le faire savoir avec la communauté, avec les autres personnes qui nous suivent. Peut-être que ça suscitera quelques vocations ou envies, que sais-je. De vocation et d'envie, il en est encore question. Ça a vu la transition. C'est pas mal, ici avec ce L comme le live. Ce sont. Alors je plante le décor, si tu permets. Thierry. Oui, fais ça. Ce sont des youtubeurs qui font maintenant du live. En fait, ils s'adressent à un public de millennials, comme on les appelle, hein, ce public qui a quitté la télévision et le linéaire pour aller regarder de la vidéo à la demande sur YouTube, par exemple. Eh bien, ces youtubeurs leur proposent maintenant du linéaire, de la télévision. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de proposer depuis ce lundi soir, si je dis pas de bêtises, un petit peu à la surprise générale. Voilà, ça c'est le décor. Tu vas nous en dire plus, Thierry. Qui, quoi, comment, pourquoi, où. Merci. Oui, alors c'est un décor très très bien posé et merci de préciser qu'effectivement on repart dans le linéaire. Alors c'est Webedia, la boîte de prod, la boîte de com, la boîte voilà, on peut y mettre plein de choses dans cette boîte qui avait été cotée autour des 400 millions d'euros il n'y a pas plus tard qu'une année et demie, voire peut-être même déjà en 2018, qui se lance depuis lundi 17h jusqu'à normalement minuit tous les soirs à produire du live. Alors on voit du Kevin Razi, on voit du Cyprien, on voit pléthore de brochettes d'animateurs qu'on peut comme ça voir sur les internets, sur YouTube et autres Twitch. Et
Pour commencer par les bons points, j'ai trouvé la démarche intéressante que de tout de suite oser aller sur plusieurs canaux, puisqu'effectivement, on l'a dit durant le live que j'ai fait durant le démarrage de le live, lundi soir passé. Merci Marc de me le rappeler. Nous ne sommes pas dans la cible, et donc effectivement, il faut aller chercher cet auditoire sur des Twitch, sur des mixers, mais il y a aussi du YouTube, il y a aussi leur propre canal de diffusion, puisqu'effectivement le live c'est un site internet mais aussi une application mobile, et on nous vend un truc, moi, qui m'a tout de suite bien énervé, c'est l'interactivité. Alors quand vous vous connectez sur le live puis que vous le regardez en YouTube, bah, vous avez les commentaires. Quand vous allez regarder le live et puis vous l'utilisez au travers de votre smartphone, vous avez les commentaires. Quand vous allez sur le site internet, il y a les commentaires. Mais voilà, dès les débuts, dès les premières minutes, dès les premières heures, ben, je n'ai rien vu d'interactif, puisqu'effectivement, tout le monde s'est fendu d'essayer de bien faire pour ce premier numéro. Alors, je suis volontairement très critique parce que je l'ai dit durant le live que j'ai animé pendant cette première sur Internet, tout ça a été réfléchi, imaginé, conçu. Il y a plusieurs décors, il y a plusieurs animateurs, il y a plusieurs thématiques, il y a une grille de programme, et il y a ce challenge qui est quand même assez gonflé. C'est 50 heures de programme par semaine, des lives de 17 à 24 heures. Eh bien moi, je suis très déçu, très déçu de voir qu'il y a quand même un effet bricole. D'ailleurs, j'enfonce une porte ouverte parce que au sortir de ce premier live, bad buzz sur les internets, ils se font effectivement tacler. Là, on vient de voir par exemple la petite icône dessinée à la main, probablement par notre ami Cyprien, pour 301 vues, l'émission qu'il animait en fin de soirée, quasiment en fin de soirée. C'est de la radio filmée, hein. C'est un plan large. Il n'y a même pas de multicaméra. Les rares captures d'écran qui viennent agrémenter ce live sont vraiment cheap. Alors, est-ce que millennials veut dire revue à la baisse et bricolage pour l'habillage ? Et puis un truc qui va te faire plaisir, Marc, c'est le son de voir un animateur parler pendant 10 minutes sans que personne s'aperçoive que son micro n'est pas ouvert. Ça fait quand même un peu mal, et j'ose la critique parce qu'en fait, encore une fois, ben voilà, là on est sur lestechno.be, on a certes un professionnel de la radio en direct, presque en direct, puisque vous allez écouter cette capsule un peu plus tard ou demain, un professionnel de la radio qui fait attention, on a une belle réalisation, on a du multicam, on a même des lancements de sujets, et tout ça avec des moyens très très différents que ceux de le live, où là, effectivement, ça déborde de possibilités. Et là, je suis super énervé et amèrement déçu de voir le résultat. D'ailleurs, je ne peux plus le regarder. J'ai essayé 1 ou 2 jours après. Non. Et la critique qui ressort, voilà, pour terminer mon coup de gueule, c'est encore des youtubeurs qui se prennent pour des streamers. Ils s'essayent au live. Non, mais sérieux les gars. J'ai de la peine. Hein. Mais bon, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je pense qu'ils ont raison d'essayer. Alors, j'exclus l'aspect moyen technique, etc. Je parle juste de l'intention, l'envie. Je pense qu'ils ont raison d'essayer, ils ont raison de le faire. J'aurai leur âge, je ferai sans doute la même chose. Ça, c'est très clair. Maintenant, il y a tout ce qui est argumentaire, tout ce qui va autour, le site, la manière dont ça a été fait, etc. Bon là, ça fait un peu bâclé, ça fait un peu, on y réfléchit vendredi, on le met en ligne lundi, ça fait un peu cette impression-là. Hein. Il y a des choses quand même qui, à l'heure actuelle, même quand on est un millennial, on gère quand même les formats des images et des choses comme ça. Et là, on dirait que rien n'était vraiment prêt. Ça, c'est un peu dommage. Voilà, ça c'est. Je pense que ça peut avoir son succès. Alors, est-ce que le millennial, il en a pas un petit peu rien à faire des problèmes de micro, etc.
C'est possible, j'en sais rien. Voilà, moi je peux l'entendre, mais maintenant, moi, ça me fait saigner les oreilles. Hein. Quand il n'y a pas de son, pour moi, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Donc voilà. Mais voilà, moi je voudrais laisser la chance au produit, comme on dit. Par contre, ce que je comprends pas de manière plus globale, c'est l'intention, parce qu'ils ont déjà un truc en direct chez Webedia qui s'appelle le stream, qui est dans le format et dans le format, je dis bien, et dans les codes de Twitch. Et ça fonctionne plutôt pas mal, paraît-il. Moi, je suis de nouveau pas dans la cible parce que ça parle beaucoup jeux vidéo, c'est du gameplay, des choses comme ça, mais c'est très très bien et ça semble bien foutu en plus. Donc je vois pas ce que ceci vient rajouter. Donc c'est pas bien identifié quelque part. On nous vend des talents, mais bon, voilà. J'imagine que ceux qui s'intéressent aux youtubeurs les connaissent. Moi, j'en connais pas beaucoup, à part Michel Simès. Je me demande ce qu'il fait dans cette galère. Très, très honnêtement, parce que Michel Simès, je rappelle que c'est Monsieur Santé de France 5 et de France Télévisions de manière générale et aussi un peu d'RTL, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y a une chronique sur RTL. Donc voilà, je ne sais pas très bien ce qu'il fait là. J'ai aperçu une ou deux connaissances de gens de télévision qui ont aussi leur chaîne YouTube ou qui sont influenceurs par ailleurs. Je demande à voir sur le plus long terme. Je pense qu'il ne faut pas directement tirer à boulet rouge sur un truc tout neuf, etc. Ça doit peut-être s'installer, tout simplement. Par contre, moi, ce que j'ai entendu, mais je ne l'ai pas vécu, donc je ne fais que rapporter ce que j'ai entendu. Après une demi-heure de live lundi, ils se sont quand même fait dégommer de Twitch pour propos un peu ambigus, voire racistes, ou blagues douteuses, si je ne dis pas de bêtises, dès les 30 premières minutes. Donc ça, du coup, ça a plu un petit peu sur les commentaires aussi. Tu parlais d'interaction. Ils ont fermé les commentaires sur certaines des plateformes sur lesquelles ils étaient diffusés. Donc, si c'est pas assumé, là, ça va être encore un peu plus compliqué. Voilà, Après, attendons de voir dans les jours, les semaines qui viennent, voir si la machine, s'il y a de l'huile qui rentre dans les rouages et que la machine prend de la vitesse. Il faut pas. Moi, je pense qu'il faut laisser venir un petit peu, et bon, voilà. Il faut que jeunesse se passe aussi. C'est une parole de vieux con, je suis tout à fait d'accord. mais en même temps, moi, je me revois dans les radios libres dans les années 80, hein, quelque part, mais pas avec des moyens comme ça, hein, soyons de nouveau. Non, justement. C'est ce côté-là qui est un petit peu dérangeant. C'est l'explosion de moyens, c'est les possibilités qu'ils ont. Alors, entièrement d'accord avec toi, il faut que jeunesse se fasse. Moi, j'ai une idée bien précise sur la longévité de la chose. Je fais, comme je l'ai dit dans mon live, je le note sur un bout de papier, je le mets dans une boîte et puis je le sortirai au bon moment pour vous dire, vous voyez, je vous l'avais dit, je l'avais prévu. Voilà. Mais alors, pour un petit peu être positif, ça a une démarche franchement avouée qui est de trouver son public pour trouver des annonceurs. Voilà. Ça a été clairement annoncé que effectivement, à terme, ils veulent intéresser des annonceurs, des sponsors, des marques pour qu'ils viennent là-dessus. Mais en même temps, on voit ce qui se passe sur les autres plateformes, celles où on pensait avoir trouvé l'Eldorado des millennials. On a vu les derniers chiffres de Snapchat. Là, c'est pas bon du tout pour parler d'une plateforme dédiée. Il y a Mixer qui est en train de faire de l'ombre à Twitch. On parlait du gaming, donc la donne est aussi en train de changer. Et puis YouTube a peut-être envie de se bouger aussi pour essayer de quand même rattraper cet immense retard qu'il y a entre ces deux plateformes. Moi, j'arrive pas à comprendre si cette démarche elle est sincère de faire quelque chose pour trouver des annonceurs, parce que j'ai envie de croire que c'est déjà trop tard. Et puis d'autre part, comme tu le dis, ils sont en train de se cannibaliser eux-mêmes par rapport à ce qu'ils avaient déjà, par rapport à certains acteurs déjà avec leur propre plateforme, leur propre programme.
Et puis le linéaire, sérieux, quoi. Moi, je pense que c'est ça le gros point bizarre du truc. Ils ont de super outils, ils maîtrisent très très bien leur communication quand il s'agit de faire du montage en jump cut, etc. Ils ont inventé le style, hein, il faut le dire. Se retrouver comme ça en live, c'est une autre, il faut, enfin, une autre maîtrise. Ce sont d'autres codes. C'est un autre métier, monsieur. C'est un autre métier, mon bon. C'est un autre métier. Et donc voilà, je voyais parmi, alors déjà le nom des animateurs, des talents, enfin il faut, ça me pique un peu aux yeux. Mais ceci étant dit, je reconnais, je vois Hardisk par exemple, je suis sa chaîne YouTube, je le trouve très sympa le garçon, et très pertinent dans ce qu'il dit, et il fait ça de manière assez drôle. Et pour l'avoir vu aussi en interview sur des trucs un peu live, etc., il est capable de tenir le crachoir. Ça, voilà. Donc il doit certainement y en avoir d'autres dans la bande. Hein, donc on va pas, laissons la chance au produit. Hein, Thierry, on va faire comme ça et on verra bien ce que ça donnera dans les semaines ou les mois qui viennent, et rappelons aussi que nous ne sommes pas dans la cible, et donc sur toute une couche de ce qu'on voit là, il y a des choses effectivement qui moi ne me sensibilisent pas, et voilà, mais qui peut très bien intéresser d'autres. Donc j'interrogerai mes petits camarades qui ont la moitié de mon âge pour voir ce qu'ils en pensent. J'aurai un avis éclairé de cette manière. Je pense qu'on a tout dit sur le live. On va pas en reparler, je pense. Pas tout de suite, en tout cas. La lettre M comme malware, c'est toujours Thierry qui parle parce que c'est Thierry qui amène le sujet, tout simplement. Le M comme malware, des malwares qui maintenant arrivent aussi sur Mac, alors que Mac, c'est vrai, a une réputation de machine, d'OS intouchable ou presque immaculée, on va dire. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire de Avast. C'est pas le sujet, mais ça amène un petit peu de l'eau au moulin par rapport au thème, qui est que, déjà, pour vite faire une petite parenthèse très rapide sur Avast, un antivirus gratuit, il y a de fortes chances qu'il fallait commencer à s'en méfier. Ça y est, c'est confirmé. Avast nous examine ou nous examinait. Gros scandale. Mais dans le même laps de temps, il y a certains qui se plaisent à nous rappeler que le malware, c'est pas que l'apanage des PC. Là, pour le coup, ça touche aussi les utilisateurs Mac sous la forme d'une mise à jour, en tout cas pour celui qui fait l'actu ces derniers temps, sous la forme de cette fausse mise à jour de Flash, le regretter, moi en tout cas je le regrette plus, mais l'ancien logiciel qui nous permettait de regarder des vidéos, hein, bien avant tout ce qui existe maintenant. Et Schleyer, si je le prononce correctement, avait en plus cette faculté de s'installer même sur des sites sains, puisqu'effectivement c'était au travers d'un flux, par exemple, d'annonceurs, de bannières, de pubs, voire de vidéos, que cette pseudo-mise à jour était proposée, et de l'internaute de cliquer naïvement, innocemment sur je mets la mise à jour, se retrouver à avoir effectivement un malware qui venait dans les bas-fonds du système se traquer, se loger comme ça dans le système Mac. Il ne faut pas oublier que Mac, c'est du Unix System 5 à la base, et puis Apple a mis cette couche d'interface utilisateur qui est le multifenêtrage qui lui est propre, qu'il avait piqué à l'époque à nos amis de Xerox. Voilà, je refais un petit peu l'histoire de l'informatique. Et sur Mac, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Et puis, on l'a vu avec le nouveau système d'exploitation Mac, Catalina. Ça y est, hein, le Mac ressemble de plus en plus à un PC pour avertir, contrôler, empêcher, prévenir l'installation de logiciels tierces. Là, clairement, on retrouve un petit peu ce qu'on a chez Microsoft, chez Windows. Si ton application n'est pas dans le store, il y a vraiment beaucoup plus de prévention. Alors certains disent que c'est pas suffisant pour l'utilisateur moyen, mais enfin là il y a un bel effort qui a été fait pour dire
voilà, attention, tu as trouvé un soft sur Internet et veux-tu vraiment l'installer? Nous, on le connaît pas, on te met en garde. Il faut quand même vouloir, hein. Et là, pour revenir à Schleier, ben c'est en fait une pseudo mise à jour de Flash. Flash, ça dit, ça parle à tout le monde, Ouais. même si pour nous, on sait qu'on l'utilise plus. Eh bien, voilà, ce malware qui existe depuis pas mal de temps continue à faire des dégâts. Et de temps en temps, il est bon de rappeler que c'est pas parce que vous êtes sur un Mac qu'il faut pas faire attention. Voilà. 2 ans, je pense qu'il existe ce malware et qui Ouais, circule. ouais. Et là, ça commence vraiment à se faire sentir un petit peu partout. Je sens que Benoît a une petite opinion sur cette histoire de malware et de Mac. Parce que s'il y en a bien un chez nous, chez les technos, qui clairement étiqueté Apple, hein, et il ne s'en cache pas, c'est Benoît. Donc j'imagine, Benoît, que tu as une petite opinion là-dessus. Pas énorme en fait, c'est-à-dire que je petite. Non, mais c'est bien effectivement de rappeler qu'il faut être prudent, quelle que soit la plateforme sur laquelle on se trouve. Là, je rejoins tout à fait. Le problème évidemment de ce genre de produit, c'est que ça ne nous touche pas trop. C'est comme la solution là pour les millennials, le live dont on parlait à l'instant. Je pense que nous, on est suffisamment au courant pour ne pas se laisser tromper ou faut vraiment être pas attentif en revenant d'une soirée bien arrosée peut-être, mais sinon on va pas se faire tromper par ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour Excuse-moi 2 secondes, j'imagine Thierry rentrer déjà dans sa montagne, tu vois, après une soirée un peu arrosée, il rentre chez lui, il s'installe dans son canapé, il dit « Et si je faisais une petite mise à jour de Flash ?» Allez, santé. Allez. Et mais le piège évidemment c'est le jeu social, hein, parce que quand tu vois dans les connaissances, moi parfois j'ai des gens qui m'appellent en me disant j'ai un message comme quoi mon Mac est infecté d'un virus. Oui, Ah bon, ça c'est le classique. et tu m'expliques, je suis sur le site de machin et puis il y a un message qui me dit ça. Oui, il faut réexpliquer, il faut rappeler. Et c'est ça le problème. C'est la même chose pour Flash, comme tu le dis, Thierry. Ça donne confiance à des gens qui sont pas trop très familiers, qui se disent bah oui, Flash, je m'en souviens, je devais l'installer à un certain moment. Et voilà, il faut être prudent, effectivement, comme tu le dis. Mais c'est pas pour dire que tu as tort d'en parler, Thierry, mais c'est pas chez nous qu'à la limite qu'il faudrait en parler. Ce serait plutôt dans des forums qui visent un public plus large et qui va être moins au courant en fait du fait qu'il faut que Flash c'est fini depuis longtemps, donc il faut déjà si quelqu'un te parle de Flash, c'est il y a un truc qui va pas, quoi. Oui, c'est ça. On peut déjà en déduire qu'il y a un souci. Tiens, ce téléphone parle au passé. Mais ceci étant dit, c'est vrai que, comme tu le disais aussi très justement, un moment d'inadvertance, une bêtise, hein, de se dire tiens, finalement, qu'est-ce que c'est que ce machin? De toute façon, je suis sur un Mac, il ne peut rien m'arriver. Ça peut arriver aux meilleurs d'entre nous. Un peu bourré. Voilà. Non, mais j'ai envie de croire que l'audience. Attendez, vous parlez tous les deux en même temps. Ah, oui. Thierry. Vas-y, Benoît. Ou Benoît. Bien, j'y vais. Ok. Je continue. Je vais décider. C'est moi qui règle les tuyaux. D'abord, Benoît. Juste pour raconter une toute petite anecdote, il y a pas mal d'années, hein, on était dans une situation un petit peu stressante, tu vois, le truc où tu devais rentrer un document pour un client, il fallait pas rater la date, et alors arrive un mail et c'était clairement hameçonnage, c'était clairement pas ça, mais il y avait tellement de stress ce jour-là que comme un con j'ai cliqué. Voilà, ça peut arriver. Oh, mais... Et vite, il faut débrancher la machine du réseau, plus travailler sur celle-là parce que t'as pas le temps, faut finir. Oui, c'est ça. Et le lendemain, tu la réinstalles. Voilà. Ça, c'était l'anecdote de Benoît. Thierry, tu voulais dire un truc aussi, comme ça, passe la parole. Ouais, moi, j'étais simplement naïvement en train de penser que l'audience des technos est en train de s'élargir, et puis cette petite case, cette petite capsule d'éducation pourra servir. Mais non, plus sérieusement, si je parlais de ça, c'est que je suis toujours épaté de savoir
la longévité qu'il y a autour des virus, des malwares et tous les systèmes qui existent sur le web. On voit très souvent, je ne pense pas qu'il y a une semaine qui ne se passe pas sans ce genre d'actu, l'existence d'un virus, d'un système, ou pire encore, piratage sur des sites de data qui ont fuité et qui datent de plusieurs mois, voire d'années. C'est ce phénomène de temps, moi, qui m'épate, de savoir que voilà, on est dans l'instantané avec un tweet, avec un live, avec une info qu'on peut vite monter et monter. Mais par contre, côté informatique, chapeau les gars, parce que ça tient la route, ça tient la durée. Malheureusement, pas pour tout le monde, c'est une bonne nouvelle, mais ouais. Chapeau pour l'esprit du mal qui arrive à faire que ça continue à perdurer, et puis aussi sur Mac. Et ça vaut le coup aussi de le rappeler à ceux qui sont plutôt avertis, nous et nos auditeurs, de manière générale. C'est une petite piqûre de rappel qui fait pas de mal, comme on dit dans ces cas-là. Exact. Lettre M comme MGM, la fameuse Metro-Goldwyn-Mayer. Apple et Netflix prêts à racheter cette vieille dame du cinéma américain, manifestement, Benoît. Voilà, la MGM est à vendre. Il y a une dizaine d'années, elle a échappé de peu à la faillite. Elle a été rachetée par quelques fonds d'investissement qui aujourd'hui se disent, tiens, mais en final, on voit toutes ces plateformes qui arrivent, qui ont besoin de fonds de catalogue, qui n'en ont pas. Oh, on a la MGM. Est-ce que ça vous intéresse? Et la vieille dame est visiblement en pourparlers pour être proposée. Alors surtout, en fait, avec l'arrivée de Disney+, qui fait que l'immense catalogue de Disney, plus Lucasfilm, plus Marvel, enfin bref, est disponible dans un service. Ça veut dire que les autres services ont cette difficulté d'arriver à créer du contenu assez vite que pour pouvoir récupérer, entre guillemets, leur centenaire de retard. et donc la MGM est à vendre à un prix tout à fait raisonnable. Donc il y a apparemment 2 sociétés qui sont un peu plus en lice, dans le sens où ça aura du sens par rapport à leur business, et elles auraient les moyens de l'acheter, et elles auraient la capacité d'absorber ce genre de choses, parce que des sociétés qui viennent de fusionner, elles sont peut-être pas dans la situation où elles peuvent refusionner une fois de plus. Et donc les 2 sociétés qui ont l'air d'être le plus en lice, c'est Apple, pour qui c'est un petit peu quelque part un petit peu d'argent de poche, parce que ce n'est jamais que 10 milliards de dollars. Et de l'autre côté, Netflix, qui a sans doute un peu plus de mal sur le côté financier, mais qui a peut-être aussi plus d'intérêt à se racheter un immense fonds de catalogue. Et donc voilà, les pourparlers sont en cours, et de l'avis général, on s'attend à une annonce dans l'année. Dans l'année, donc c'est pas pour tout de suite, quoi. Pas tout de suite, mais ça prend un peu de temps, tu sais. Ça a beau être un petit peu d'argent de poche, oui. On réfléchit quand même avant de le dépenser. Oui, effectivement. Ce qui m'amène, parce que l'information est tombée ce matin, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'on parle d'une vieille dame du cinéma, la MGM, etc. Forcément, on a une petite pensée pour Kirk Douglas, qui nous a quittés à l'âge de 103 ans, qui lui a connu ces années glorieuses de la Metro-Goldwyn-Mayer et d'autres grands studios de cinéma. C'est l'occasion de lui rendre un hommage quelque part aussi. Quand on pense que cette photo, celle que je montre actuellement, si vous avez la vidéo, date de 1963, c'est vous dire la longévité du garçon. C'est assez surprenant, mais voilà, c'est un grand monsieur du cinéma qui a connu les débuts quelque part du cinéma hollywoodien, et donc voilà, c'est quelqu'un d'important. On a tout dit sur ce rachat possible, potentiel, on pourra en parler longtemps. On pourrait se poser des questions, entre les deux, qui a le plus de chance, sachant que par exemple Apple n'est quand même pas habitué de racheter de grandes structures, donc c'est pas franchement leur politique, mais voilà, je pense que les sujets, les aspects essentiels, on les a abordés. Oui. En même temps, ils ont les moyens financiers, et puis ils ont un catalogue relativement pauvre. Pour être un utilisateur d'Apple TV+, je suis un peu sur ma faim. Là où Netflix regorge de titres. On peut essayer de faire des pronostics. Moi, je serais assez tenté de dire que Apple peut-être va quand même mettre la main à la poche. Je sais pas. Oui, mais d'un autre côté, avec un catalogue, un vieux catalogue, quelque part. Parce que maintenant, il y a les films récents de la MGM, mais il y a surtout c'est l'histoire qui est intéressante
intéressante aussi. Est-ce que ces plateformes ultra modernes, quelque part, ont intérêt à avoir un gros catalogue de entre guillemets vieux films, même s'ils font partie de l'histoire du cinéma et que qualitativement c'est très valable, mais c'est peut-être pas ce que le public attend aujourd'hui. Je sais pas. Il y a le catalogue de films. Je sais mais pas. Benoît, oui. Il y a le catalogue de films, mais tu as aussi l'expérience, parce que MGM produit toujours. Il y a l'aspect... Netflix a monté son équipe en puissance sur ces dernières années, et maintenant a la capacité de gérer la production énormément d'ailleurs de films. Apple, on n'est pas encore là. Donc ça peut aussi être une solution pour eux de s'acheter pas juste le catalogue de films, mais aussi l'expertise pour pouvoir produire plus vite des films actuels. Affaire à suivre, ce sera dans l'année, donc voilà. De toute façon, je pense que ce sera tout bénéfice pour le consommateur ou le cinéphile de demain. Voilà, c'est tout ce qu'on peut rajouter sur ce sujet. On était à la lettre O comme Orbit Key. Ce nom vous dit peut-être rien. Si je vous dis Nest, ça va peut-être vous parler, mais ce sera peut-être pas le même Nest auquel on a l'habitude. On parle ici d'un projet Kickstarter, Benoît, qui s'appelle Nest et qui organise l'open space. Tu vas nous expliquer ça dans un peu plus de détails, sans doute. Voilà, donc de plus en plus dans l'entreprise, mais on a un open space. Et puis, quand on arrive de plus en plus, on n'a même plus un bureau qui est dédié. On a beaucoup de structures maintenant où les gens arrivent, ont une espèce de casier, prennent leur matériel et vont s'installer. Et ça veut dire qu'il faut trimballer avec soi tout son petit matériel. Et OrbitKey a lancé ce qu'ils appellent le Nest, qui est en fait une petite boîte dans laquelle on peut garder ses essentiels, donc les quelques petits accessoires qu'on utilise souvent, et qui fait chargeur en même temps. Donc l'idée un petit peu originale, c'est d'avoir cette combinaison d'un chargeur, sur lequel on peut même charger, chargeur sans fil sur lequel on peut même charger plusieurs appareils, et en même temps la petite zone de rangement. Et donc leur idée, c'est de dire dans ces espaces de travail, on attrape son ordinateur, on attrape sa petite boîte, et on est parti pour faire sa journée de travail, on recharge son téléphone, etc. C'est un peu le plumier moderne. Ouais. C'est vrai, hein. Alors en Belgique, on appelle ça aussi cassette, si je ne dis pas de bêtises, mais plumier, c'est le terme le plus courant pour expliquer à ceux qui n'ont pas l'image de quoi il s'agit. C'est oui, comme tu le disais, c'est une boîte dans laquelle on range son petit matériel numérique, mais pas que, bic, crayon et autres, et le tout tient avec un élastique. Ça j'adore. Et la boîte en question fait aussi chargeur. Enfin voilà, c'est le tout en un. Leur objectif, c'était un peu plus de 22 000 euros. Ils ont fait 10 fois plus. Jusqu'à présent, après combien de jours, 42 jours avant la fin, pardon, 2300, plus de 2300 contributeurs, pour vous dire comme on y croit. Quand un projet comme ça démarre comme ça, en général, c'est qu'il va... Enfin, je dis pas de bêtises, Benoît. Va y arriver. Va y arriver. Oui, alors, je mets toujours la même mise en garde sur tous les projets de crowdfunding. Oui. Attention, il risque d'y avoir des délais. Attention, vous risquez même peut-être de ne jamais avoir le produit. Mais en l'occurrence, ici, c'est vrai que c'est une boîte qui n'en est pas à son coup d'essai. Ils ont sorti c'est pour ça qu'il s'appelle OrbitKey, pour qui clé. Ils ont sorti ces petits accessoires pour transporter ses clés, donc le porte-clés, c'est le mot que je cherchais, depuis quelque temps. Et toujours un peu dans cette logique d'avoir quelque chose, tu vois, un petit peu minimaliste, qui prend pas trop de place, qui va te permettre d'organiser ton désordre quelque part. Oui, c'est ça. Donc, j'ai confiance dans le sens où, voilà, ils n'en sont pas à leur coup d'essai, quoi. Moi, je trouve ça plutôt... Enfin, c'est malin, c'est bien foutu. C'est un petit accessoire mode aussi, j'ai l'impression, non ça va aller un peu vers ça aussi. Et je pense que les contributeurs ont bien senti où était la tendance également. Qu'est-ce qu'il met là, du dentifrice dans sa boîte? Enfin, bref. Chacun mène sa vie. Hein. Oui, chacun met ce qu'il veut dans son desk organizer. OrbitKey de Nest. Voilà, on a noté le produit. On met le lien évidemment comme toujours. Toutes les news dont on vous parle, on met toujours nos sources et les liens qui vont bien. Donc vous pouvez aller plus loin et explorer comme nous ces informations-là. Et vous pouvez également, et on l'attend avec impatience, nous donner votre retour par rapport à ce que vous avez pu voir et nous dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce qu'en pense Thierry par exemple de ce OrbitKey.
On pourrait dire, comme on dit ici, c'est bonnard comme idée. Ça me fait penser que sur un projet un peu similaire, tout ce qui tourne autour de la boîte, du rangement, il y a un sacré succès auprès du public anglophone ou anglo-saxon, on va dire. Et ça me fait penser que j'ai misé sur une lunchbox mélangeant ABS ou en tout cas plastique injecté et bambou. Mais ça fait 3 ans que j'attends que cette boîte voit le jour. Voilà, c'est aussi ça le travers des projets. Tu fais bien, Benoît, de le rappeler. Au niveau des délais, il faut être prudent parce qu'effectivement, le projet a été surfinancé. Il est très beau, il est très design, des très belles vidéos. Mais voilà, j'ai toujours pas cette boîte chez moi. C'est dommage, évidemment. Ouais. Bon, voilà. $89, on l'avait dit, ça, le prix. Enfin, en tout cas, pour les early adopters, c'est le prix qui est annoncé. Et avec une livraison prévue, en tout cas, en juin. Donc, vous serez prêts pour la rentrée de septembre 2020. Si tout va bien. C'est ça. On l'espère, en tout cas. C'est un petit peu la lettre V comme Van, vous le savez avec Thierry, c'est un petit peu notre marotte depuis un petit temps maintenant. Hein. C'est toute la vie en van de manière générale. Alors quand Thierry tombe sur une news qui concerne un van ou un fourgon aménagé, etc., il peut pas s'en empêcher de sauter dessus. Et en même temps, c'est un peu technologique aussi, il faut bien le reconnaître, Thierry. Donc tu as raison d'en parler. Oui. Ici, il s'agit d'un van décapotable. C'est quand même très particulier. C'est très particulier et c'est très cher. Pour tout de suite mettre les pendules à l'heure, un Mercedes Sprinter en 4x4. Alors, si j'en parle, bah oui, effectivement, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je case un petit peu l'instant van ici au Techno pour parler un petit peu de technologie roulante. Il est presque beau parce que je m'intéresse de plus en plus à ce porteur. Hein, ça, c'est le terme, nous, dans le jargon qu'on utilise pour parler du véhicule, de la base du véhicule. Et ce que vous avez à l'image pour ceux qui regardent la vidéo, c'est un Mercedes Sprinter cabriolet, puisqu'effectivement, l'arrière du véhicule, les 2/3 de celui-ci peuvent s'ouvrir avec des fenêtres coulissantes. Alors, on n'est pas forcément dans un véhicule dans lequel on peut vivre, puisqu'on est plus dans le loisir de promenade. Bon, ça fait un peu cher la promenade hein, pour tout de suite parler prix et chiffres qui fâchent, puisqu'on est à 267 000 euros. J'ai l'impression que c'est comme un véhicule qui a 6 places. Voilà, c'est comme les fringues en fait. Hein. Plus on retire du tissu, plus c'est cher. Oui, voilà. C'est la papa mobile. C'est ça. Alors, c'est un peu plus que la papa mobile parce que si tu regardes à l'avant, tu as cette fameuse bouche d'air qui te permet de franchir. Tu sais, on a tous besoin de franchir des cours d'eau et puis faire que la prise d'air, on la voit sur le côté. Ce grand tube noir va capter l'air au-dessus de l'habitacle. Donc, ce qui veut dire que vous pourriez imaginer avoir les pieds au sec pendant que vous franchissez une rivière, tout en faisant que le véhicule continue à avancer, puisqu'effectivement, il ne sera pas noyé dans la flotte. Voilà. Puis c'est un 4x4, hein, donc je vous laisse imaginer la conso qui va avec. Et je commence à m'intéresser au prix des pneus, parce qu'il y a une grande mode autour des van lifers d'utiliser des pneus tout-terrain. Moi, j'en étais resté aux pneus tout-saison, mais on est en train d'avoir une notion de pneus tout-usage, tout-terrain. C'est juste pas donné, hein, quel que soit le type de véhicule. Et puis, faut pas se leurrer hein, quand on utilise ce genre de pneus sur de la route goudronnée, comme de l'autoroute. C'est pas forcément économique parce que on a un peu de friction et puis il faut faire tourner un peu plus le moteur. Mais bon, quand on a un véhicule à ce prix-là, comme les 267 000 euros, je le répète, parce que ça me perturbe. C'est des copains allemands hein, qui nous font ça. C'est une société allemande qui s'appelle Kalech. Voilà, tout est dit. Voilà. Ceci étant dit, vu que c'était quand même un véhicule de franchissement, etc., on s'imagine que ça pourrait être
je sais pas, tu t'es dans un parc naturel quelque part en Afrique ou ailleurs, hein, de pouvoir emmener des touristes comme ça, mais bon, ils vont se faire bouffer par le lion, hein. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre, hein, ils sont pas protégés, donc voilà. On se demande à quoi ça peut servir. Puisque tu es fan, voilà, je rends l'appareil. T'es fan du porteur, Mercedes. Il y a une autre société allemande qui s'appelle CS Race Mobile. Donc véhicule de loisirs, non, de voyage, hein, c'est Race Mobile, c'est ça que ça veut dire, je pense, qui fabrique à la main, on va dire, des fourgons aménagés d'excellentes factures, paraît-il, 4x4 également, pour moins cher, hein. On est en dessous de la barre des 100 000 euros, aux alentours de 80 000 euros. Rise Mobile. Rise Mobile, désolé, j'ai pas l'accent. Voilà. Et donc eux fabriquent des trucs à façon, ils en avaient construit un pour eux il y a longtemps, et puis ils ont eu de la demande pour en faire d'autres, et donc eux fabriquent des fourgons aménagés pour partir en vacances, mais aussi, surtout, je pense, pour partir à l'aventure. C'est des machines qui, quand même, vous pouvez faire à l'aise 500 000 km sans les crever, hein, donc, et vous avez tout l'équipement possible, imaginable, voilà. Et de la technologie aussi dedans pour de chauffage, de consommables, d'eau, de gestion des eaux usées, etc. Et tout ça se perfectionne de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de demandes pour ce type de matériel. Je ne sais pas si tu connaissais cette marque-là. Si tu ne connaissais pas, Oui, alors ils ont... Oui. Non, alors maintenant je viens de faire le lien parce que Reise veut dire effectivement voyage. Voilà, désolé, hein, ich könnte auf Deutsch reden, das ist weil ich bin sehr erstaunt. Non, plus sérieusement et arrêter de faire mon intéressant. C'est un format intéressant, le Mercedes Sprinter. Il est très coté, assez très bien vendu aux États-Unis. Je le trouve presque trop cher, hein, mais c'est assez marrant de voir le public américain s'intéresser spécialement à cette marque. Il a un format et une hauteur de châssis qui est pas mal du tout. Le seul frein, c'est le prix. On est chez Mercedes, faut pas l'oublier. Même si c'est sur une base de véhicules utilitaires, ça reste cher. Mais je crois qu'il va se passer des belles choses, hein, chez cette marque, parce qu'il y a de plus en plus un regain pour l'intérêt pour cette marque. On voit des choses, par exemple, quand j'étais allé au salon de la caravane et du le Swiss Caravan Expo à Berne. Voilà. On a de plus en plus de véhicules où on s'en sert pour deux usages. J'ai vu justement chez Mercedes des choses où en quelques minutes on peut descendre le lit, on peut mettre en place sa kitchenette. Je suis pas super fan de ce genre de solution, mais je trouve intéressant la démarche de se dire voilà, j'ai fait l'acquisition d'un véhicule comme celui-ci, autant qu'il me serve pour deux créneaux, quoi, pour deux usages. Oui, parce que ça s'adresse aussi aux gens actifs qui ont une vie de tous les jours et qui ont peut-être besoin d'un véhicule de tous les jours aussi, plutôt que d'avoir deux véhicules, en avoir qu'un seul. Voilà, l'utilitaire, ça reste une bonne idée, quoi qu'il en soit. Maintenant, ça s'adresse évidemment, et c'est pour ça qu'on l'a mis en fin d'épisode, à une petite niche, comme on dit, de public, aussi bien qui ont envie d'aventure et d'évasion que de ceux qui aiment les nouvelles technologies, parce que si vous vous documentez un tout petit peu, et je vous incite à le faire, vous allez voir qu'il y a plein de petites solutions techniques derrière, ne serait-ce que pour avoir de la 4G ou du Wi-Fi dans son camion, des choses comme ça, d'avoir de l'eau propre, par exemple. Voilà, il y a plein de petites ficelles et aussi de nouveaux matériaux. Je pense aux panneaux solaires, aux onduleurs et des choses comme ça qui s'en viennent. Donc c'est technologique. Il faut le rappeler aussi. Je propose qu'on passe à la suite. Et la suite, c'est déjà la fin, puisque la lettre W comme oui mais non, vous le savez, quand ça arrive, c'est qu'on est à la fin, c'est la petite cerise sur le gâteau. Le oui mais non, c'est la formation improbable, originale, rigolote, voilà, qui peut arriver durant la semaine. Et celle-ci, elle est plutôt rigolote. Elle a une vocation artistique, paraît-il, mais tu vas nous en dire plus, Thierry. Je pense que tout le monde en a parlé cette semaine, et je trouve ça plutôt rigolo de terminer avec... Oui, et puis je suis pas peu fier de continuer avec l'Allemagne, puisqu'on va parler d'un artiste berlinois.
on vient de Mercedes, on va à Berlin. Et puis, je suis très fier de pouvoir entamer mon premier oui mais non, puisqu'effectivement, j'ai jamais osé. Voilà, ce soir, allez, on est des fous, on est des punks. On va faire un oui mais non sur effectivement cet artiste qui a réussi à tromper Google Maps en créant un embouteillage virtuel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une petite remorque, un petit chariot. On nous raconte qu'il a été loué 99 smartphones pour nos amis français qui étaient tous allumés. Lui, il a poussé le vice à tous les mettre sur l'application Google Maps pour bien être sûr que voilà, on est un peu en mode je suis dans ma voiture, je cherche mon chemin et donc j'utilise Google Maps pour m'indiquer ce chemin. Et la vidéo vous montre ce monsieur qui est tout simplement en train de marcher dans la rue, en train de suivre un chemin. Alors, est-ce qu'on peut parler de prouesse artistique? Moi, la seule question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais où est-ce qu'il a trouvé ces 99 smartphones? Je suis venu à un truc très terre à terre. Et puis, pour les résultats, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas manqué, hein. Les algorithmes de Google Maps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oula, il y a du monde, il y a tout le monde sur son smartphone. Il faut éviter cette rue. Et donc, si vous allez faire un tour sur Internet pour aller compulser la vidéo, vous verrez qu'il marche seul dans une rue totalement déserte. Juste un moment, on voit une voiture qui peut-être passe par hasard là. Mais voilà, Simon Weckert, puisque c'est son nom, se retrouve à tout simplement marcher tout seul dans les rues de Berlin. Moi, j'aime bien l'idée. Et puis, je me demande ce qui s'est passé depuis chez nos amis de Google, s'ils se sont dit, tiens, il faut peut-être revoir notre copie en matière de gestion de cette information, puisque pour rappel, tous les smartphones étaient très très concentrés, puisque dans un tout petit chariot. Là, on sait que maintenant, peut-être avec la 5G encore plus, on va être capable de plus facilement identifier la position physique d'un appareil. Pour le moment, voilà, ça marche. Donc, si jamais ça va peut-être faire des petits dans d'autres villes, ça serait assez marrant de lancer un trend comme ça. Oui. En tout cas, moi, ça m'a bien fait rire. Ça a permis d'expliquer aux gens comment est-ce que ces applications fonctionnent, hein, que ce soit Waze ou Google Maps. C'est la concentration d'appareils en un point donné qui donne une indication sur un ralentissement, un embouteillage potentiel. D'autant plus que le monsieur avance à pied, donc c'est que forcément il y a un embouteillage. Sauf qu'il est tout seul au milieu de la rue avec son petit chariot et ses 99 téléphones tous allumés évidemment. C'est une démonstration rigolote. Voilà, après, comment contrer ce genre de choses? Quand même avec la 5G, je pense que ça va être quand même assez compliqué. Je sais pas si Benoît, tu avais vu cette news-là ou j'ai vu du week-end, ça va bien faire rire aussi, et je pense que c'est un excellent premier oui mais non, Thierry. Oui, je pense que c'est bien choisi. C'est parce que voilà, c'est tout à fait ça. Merci, la philosophie du oui mais non était totalement respectée, et donc voilà, c'est un petit chariot avec des téléphones, et on arrive à créer des embouteillages. Moi, je trouve ça, ça dénonce aussi l'aspect technologique. De temps en temps, on peut aller regarder nous-mêmes s'il y a un vrai embouteillage ou pas. On n'est pas obligé de ça. J'imagine les gens qui se sont détournés. Il y a un peu. Je vais pas parler. Ouais. Oui, il y a un peu de poésie dans cet acte. Oui, c'est ça. Et un autre truc qui m'a fait un peu sourire, c'est que le monsieur a fait des vidéos sous plusieurs angles et il a caché son visage, mais on connaît son nom, donc c'est amusant aussi comme démarche. J'ai pas tout compris pourquoi on le voit pas, mais voilà, c'est poétique, c'est joli. Ouais, mais c'est peut-être ça, en fait, c'est ce côté poétique qui fait que c'est une démarche artistique. Finalement, le but c'est ça, c'est créer une émotion. Donc, moi je pense que c'est réussi. Voilà, on va donner un bon point à ce monsieur. Oui. Et je pense que c'est réussi. C'est réussi aussi pour Thierry, pour son premier. Oui, mais non, c'est pas sa première prestation chez les technos, c'est pas la dernière non plus. Ça c'est certain. C'est ici que s'achève donc cet épisode des technos, le 244e. J'espère que ça vous a plu. À vous qui nous avez écoutés, n'hésitez pas.
les pouces vers le haut sur YouTube, les étoiles sur les applications de podcast, les commentaires, évidemment, toujours les bienvenus, les commentaires, où que ce soit d'ailleurs, on les lit tous normalement et on essaye d'y répondre quand ça appelle une réponse, évidemment. Donc n'hésitez pas à laisser vos petits messages par-ci par-là, et n'hésitez pas aussi à partager sur vos réseaux, c'est super important également. Si vous êtes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, où que vous soyez, n'hésitez pas à partager nos épisodes avec vos amis si vous avez des amis. Merci beaucoup Thierry, reste bien au chaud, hein, l'hiver ne fait que commencer, tu sais bien. Tout à fait. Je vais aller remettre des cheveux d'ailleurs. Et tu vas remettre tes cheveux d'hiver. Et merci également à Benoît pour cet épisode. Passez tous les deux de très bonnes semaines. On se retrouve très bientôt. Hein. Je sais pas quand. On regardera le planning ensemble à un autre moment. Mais à très bientôt. Merci à vous. Salut.